Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie. Donc, pour tous vos projets résidentiels, commerciaux et institutionnels, n'hésitez pas à les appeler pour les spécifications. Et j'aimerais remercier Watts, qui est une compagnie représentée par Lajoie, donc pour des drains, des backflow, des PRV. N'hésitez pas à les appeler. Et j'aimerais remercier Bugatti qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos invités. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de rencontrer mon ami Éric Bernard du groupe RP. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Salut Eric, bienvenue au podcast. Yep. Yeah, merci beaucoup d'avoir accepté. On a un ami en commun, le fameux Peter Morris, qu'un jour va venir au micro. Fait que ouais, c'est lui qui m'avait présenté à toi. On avait été jouer au golf. Puis, moi, j'avais ton domaine dans lequel tes domaines, parce qu'on va passer ton parcours, là, c'est t'as un parcours super passionnant. T'as passé par courtier immobilier, financement, t'as fait du BIM, t'as fait de l'évaluation. Ben, je sais pas trop, c'est évaluation de bâtiment. Puis là, t'es recrutement dans l'immobilier, la construction. Puis je pense, avec la pandémie, on en parlait avant le podcast, la pandémie a modifié votre... Moi, je dis qu'il a changé tout votre domaine. Toi, tu me dis, ça a modifié, ça a même job. Ben, la business se ressemble, c'est la façon de le faire. Oui, on est beaucoup plus en virtuel qu'on était avant. Là. Mais encore là, ça a tendance à revenir tranquillement vers un hybride de ce que c'était avant. C'est hybride très à la mode en ce moment. Là, mais, on va en parler en masse là-dedans. Mais il n'y a pas tant de changements que ça. Le monde a quand même l'espoir de trouver un travail qui correspond à leurs valeurs. Ça existait déjà, mais le monde sont probablement plus connectés sur ça qu'il l'était avant. Oui, bien, la pandémie a brassé... Moi, je dis tout le temps, ça a brassé à ça, puis ça a comme éclairci qu'est-ce qu'on aime comme besoin, puis qu'est-ce qu'on a, où est-ce qu'on veut s'en aller. Il y a beaucoup de gens, à vitesse... T'es comme moi un peu là-dedans, là, on est 100 000 à l'heure, travaille beaucoup, le cerveau tout le temps, t'es un entrepreneur, le cerveau tout le temps en ébullition. C'est certain que quand on a, mettons, des temps de pause, avec la pandémie, on avait des grandes périodes de temps où il n'y avait plus de contact humain, plus de sortie. Mais ça nous permet de réfléchir puis de faire le point, fait que c'est sûr ça a switché. Mais t'as vu le podcast, on part dans tous les sens, mais on part avec... Je te laisse te présenter, tu connais un peu de où tu viens, tout ça. Rapidement, moi, je me considère depuis longtemps comme un professionnel d'immobilier. J'ai à peu près tout fait en immobilier. J'ai commencé... tu viens de où? Moi, je viens de Laval. Okay. J'ai grandi à Laval, une grande partie de ma vie sur la Rive-Nord. 2 parents beaucerons qui se sont rencontrés à Montréal. D'une mère qui voulait jamais remarier un beauceron parce que l'image qu'elle avait n'était pas positive, mais il a fallu qu'elle le rencontre à Montréal. Rive-Nord, mais j'ai fait mon école secondaire à Montréal. Pensionnaire, 2 ans, après, c'était particulier, mais ça a été beaucoup de plaisir. Mais oui, vient de Laval, grandi, famille simple, un frère. Un frère, ton frère, il fait quoi dans la vie? Maintenant, il y a une compagnie, il est dans la construction, il est dans le pavage. OK. Moi, je suis pas direct construction, je suis dans le recrutement, mais j'ai mon fils qui est mon frère qui est en construction, puis j'ai 2 garçons. 27, 28 ans, qui sont tous les 2 dans la construction aussi. Ils font quoi, eux? Le plus jeune est comme couvreur, chef d'équipe en maintenance, plus en service au niveau de la couverture. J'adore ça. Puis j'ai mon autre qui est en réfection de béton, comme cimentier applicateur, qui vient de partir sa business en Outaouais. Ça fait presque un an maintenant qu'il est parti sa business là-bas. Puis il déménage avec sa femme dans 2 semaines pour vraiment accélérer tout seul. Il finit ses études à l'université. Fait que, comment ça s'appelle ce business? Une petite plug, là, si on peut l'aider. Oh oui, c'est... voyons. C'est...
au niveau... c'est un acronyme qui n'a pas rapport avec lui, là, qui est... voyons, j'ai un blanc de mémoire là-dessus. Là, on fera la blog tantôt quand on en parlera plus souvent. Mais en construction, Luc Parenteau, CLP. Okay. CLP. Ouais. Fait que c'est ça qui est partenaire avec lui. Là. Puis la business va bien. Puis ils ont signé des beaux mandats dans la première année. Ils font la réfection des stationnements étagés au Casino de Montréal en ce moment, des passages piétonniers pour la ville d'Ottawa. C'est quand même un beau départ dans la première année. Là. Fait que... quand même pas si... Non, la pomme tombe pas trop loin de l'arbre. Là. Lui, le côté entrepreneur. Le plus jeune, un peu moins. Mais très fiable, un joueur d'équipe, un bon leader. Parce qu'il avait travaillé pour un autre couvreur avant qui disait sur trentaine de chargés de projet qu'il y avait ou de chef d'équipe. À 24 ans, il disait il a été mon deuxième meilleur dans l'année. Fait que ça a été... Oh, non, regarde. Bien fier de mes gars. Tu sais, parce que des fois, on voit souvent le côté entrepreneur, mais il y a aussi le côté intrapreneur. Fait que peut-être qu'il se retrouve plus là-dedans. Puis éventuellement, il peut peut-être joindre la direction de l'autre. Les deux ont des bonnes conditions. Ils aiment leur job, ils sont heureux. Moi, je demande rien de plus. Là. Tes parents faisaient quoi dans la vie? Mon père, cabinet d'expert en sinistre, qui a fermé il y a 1 an ou 2 récemment. Là, fait que expert en sinistre, négociation, évaluation de dommages. Sa clientèle, lui, contrairement à la majorité des experts en sinistre, qui travaillent pour les assureurs, lui travaillait pour les assurés. Il a travaillé au début pour les assureurs, mais lui, sa clientèle, c'était des propriétaires immobiliers. Fait que quand il arrivait un dommage, il challengeait les assurances sur le montant. Ouais. Wow! Hey, c'est une belle expertise. Puis là, il a fermé ça? Oui, il a fermé ça après 40 ans au niveau de la boîte. Là, il n'y avait pas de relève. Moi, j'ai travaillé avec lui au début, mais c'était pas mon domaine. Disons, négocier avec les assureurs, à un certain moment, ça devient difficile, pas toujours logique. Quand ça va bien, ils n'ont pas besoin de nous autres. Ou en tout cas, tu ne sais jamais comment ça va aller. Tu essaies de mettre les conditions pour que ça aille bien. Fait que non, il a fermé tout simplement parce que c'est une business à une personne. Il travaillait avec sa conjointe. Fait que c'est ça. Puis il y a eu de l'immobilier pendant très longtemps. Fait que, il faisait la gestion de ses propres immeubles. Il faisait la gestion il a essayé de les confier à un moment donné à quelqu'un d'autre, mais non, c'était lui. Il s'est lancé la fin des années 80 avec des clients qui étaient en immobilier qui ont dit « Pourquoi tu n'investis pas? » Il fait beaucoup d'argent, mais c'était moins compatible avec sa business fait que j'ai été avec lui jusqu'à temps qu'il vende ses dernières propriétés. Et puis, la question de voler de ses propres ailes. Là. Mais tu sais, j'avais même pas mon permis de conduire encore. Je prenais le vélo, j'allais peinturer des appartements, je m'occupais de la création l'été. Puis, c'est un peu ça le début des premières années en immobilier. Fait que c'est ça. Ma mère travaillait avec lui pendant longtemps, jusqu'à temps qu'il se sépare. Après, c'est devenu courtier en immobilier, puis elle est décédée quand même assez jeune, là, mais quelques années comme courtier en immobilier. Non, c'est un peu ça. Fait qu'on comprend que le côté entrepreneur, les deux parents avaient ça dans le sang. Là. Oui, ben regarde, Saint-Georges-de-Beauce puis Thetford Mines, c'est deux... le monde, on dit c'est deux des villes principales d'entrepreneuriat, là, Saint-Georges, puis Thetford avec l'histoire de la mort de la mine, puis qui a ramené... en tout cas, c'est dans le sang probablement pour les deux. C'est peut-être pour ça que je l'ai vécu aussi de cette façon-là. Là. Dès le départ. Fait que mon père et ma mère, à leur façon, ont été justement entrepreneurs pendant un grand bout de temps. Assez, tu parlais quand j'étais aux études, puis je travaillais un peu avec mon père, commencé. J'étudiais à Brébeuf. J'étudiais à l'Institut d'assurance du Canada, puis j'avais le goût de faire ça aussi. Puis là, tu es au cégep, tu te poses la question. J'avais une compagnie qu'on faisait des T-shirts qu'on vendait aux sociaux à Brébeuf. J'enseignais le ski. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, il faut peut-être focusser un peu dans la vie. J'ai continué à faire du ski, mais j'ai arrêté l'enseignement. Mais je me suis brisé les genoux en ski aussi. Là, ça a fait ça. Il y a des choix. Compagnie de T-shirts, un des partenaires à ce moment-là, il a décidé, le fun est fini, fait qu'on arrête ça. Ça donnait bien. Fait qu'au niveau des études, il fallait que je décide. Il n'y avait aucun programme universitaire qui existait en assurance à l'époque. C'était vraiment l'Institut d'assurance du Canada. Fait que j'ai fini ma session à Brébeuf au cégep. Puis j'ai été à temps plein avec mon père à partir de l'âge de 18 ans. J'ai probablement été un des plus jeunes experts en sinistre dans la province. Parce que j'avais déjà les prérequis, mais tu ne pouvais pas avoir ta licence avant 18 ans. Fait que j'ai été déposé pour avoir mon permis à ce moment-là. Fait que plus un street smart avec des connaissances obligatoires là, au niveau du métier que tu fais, mais
après ça, ben, c'est de la relation client, puis au niveau du bâtiment. Fait que, des cours en évaluation de dommages matériels. Fait que ça a été mes débuts au niveau vraiment plus ce qui apparente un peu à la construction. Là, Bien, tantôt, on en parlait, Éric, on parlait de recrutement, un peu qu'est-ce qu'on fait actuellement de notre côté, qu'on n'engage plus avec des aptitudes, mais bien avec des attitudes. Mais toi, tu avais déjà l'attitude, il te manquait juste, en termes de hockey, je dis tout le temps les skills, mais ça, tu l'apprends, puis tu es assez débrouillard pour... tu fais de l'autodidacte d'une certaine façon, là. Oui, puis j'étais chanceux parce que je travaillais avec mon père, puis il avait confiance en moi. Fait qu'il me confiait beaucoup de responsabilités très rapidement. Fait que ça a été le fun. Là. Très vite, j'avais la chance de pouvoir travailler avec des gros joueurs de l'immobilier. Tu apprends beaucoup de ces personnes-là. Là, je me rappelle un client à l'époque qui n'existe plus, il a malheureusement fait faillite, mais qui avait parti de rien, puis qui s'était monté un parc de 8 000, 9 000 logements. Il y a eu des années difficiles à la fin des années 80, là, mais ces gars-là, c'est impressionnant. Puis il y en avait quelques-uns comme ça. Tu apprends énormément de pouvoir être en contact avec ces personnes-là tous les jours. Puis fait que ça a été beaucoup de mon cheminement, mais mon père, c'est un personnage. Fait qu'à un certain moment, puis mon côté d'entrepreneuriat, ben, tu veux vivre de tes propres ailes aussi, là, à un certain moment, faire tes propres choses. Puis j'avais pas la même passion que lui pour le métier. Je trouvais ça intéressant, mais il y avait un peu... il y avait des irritants qui faisaient que je me voyais pas faire ça pour les 30, 40 prochaines années, à un certain moment, même si c'était quelque chose qui était quand même assez valorisant. Les irritants me dérangeaient. Là. Mais on va en parler de ton parcours, mais en termes d'entrepreneur, il y a une des choses, moi, mon parcours et ton parcours, ce que j'aime, c'est que c'est très similaire. C'est des périodes, j'appelle ça, c'est des périodes entre 3 à 5 ans. Quand il y a des maximums, c'est 3 à 5 ans, puis là, tu as besoin de nouveaux défis. Tu as besoin, ce que je voyais quand je faisais ma préparation, dès que tu commençais à être confortable, tu switchais. Le premier qui est... Oui, mais des fois, ça n'a pas toujours été le cas. C'était pas toujours... Tu as raison quand tu le regardes, mais des fois, c'est la vie qui t'amène là aussi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que là, il y a une nouvelle... Des fois, moi, je dis, parce que une des choses que moi, je vois, puis là, c'est mon étude de mon côté, là, ça vaut ce que ça vaut, mais moi, je me suis posé souvent la question parce que les employeurs, puis là, tu fais affaire avec des employeurs aujourd'hui, eux autres, ils aiment ça, la stabilité. Il est là, il rentre, il ressort au bout de 25 ans quand sa carrière est faite. Tous les employeurs aimeraient ça, c'est la stabilité. Puis moi, je me posais beaucoup de questions à savoir, je suis en train de mélanger, fucker un peu les gens là-dedans. Puis, en fait, c'est à toutes les fois une nouvelle opportunité. Une opportunité qui m'excitait plus, qui soulevait une nouvelle passion. Puis là, tu te regardes ça, tu te dis, pourquoi tu as changé de job? C'est encore plus compliqué qu'avant. Tu recommences à zéro. Mais c'est ça. C'est un peu ça. Mais la compagnie de ton père, c'était quoi? C'était CBA? Oui. Fait que là, moi, j'étais avec lui. J'ai toujours été un gars de chiffre. Puis là, à un moment donné, je me suis ramassé de cash flow d'immeubles à cash flow de business. J'avais un ami qui faisait de la transaction d'entreprise, de la vente d'entreprise. On a commencé à travailler des mandats ensemble. J'aimais ça. Mais là, tu as toujours le stress. Tu dis, regarde, je veux prendre des mandats à mon compte. Puis là, la commission, j'ai-tu le droit de la toucher? Puis là, tu regardes ça, puis tu dis, OK, les avocats peuvent toucher des commissions sur à peu près tout. Les comptables sur des ventes d'entreprise, oui, peuvent le faire. C'est quoi l'accès qui me permet de me sécuriser comme courtier d'entreprise, ou en financement? C'était le courtage immobilier. Parce que même si on les connaît qui font de la vente de PME, la réalité, c'est qu'ils pourraient vendre des grandes entreprises aussi. Après ça, c'est une question de marché, c'est une question de connexion, puis tout ça. C'est là qui m'a amené à dire, OK, où je pourrais être courtier, continuer à travailler avec mon chum qui avait son cabinet, qui était plus comptable en transaction, mais avoir accès à des CFO, à des décideurs qui prennent des chars. C'est là, tu as vu mon passage, que je suis allé chez Colliers, qui, eux, pour de la représentation de locataires ou de la vente d'investissement, mais surtout pour la représentation de locataires en business, travaillent avec des courtiers.
Donc, j'avais accès, j'avais une expertise. Je n'ai parlé avec Colliers à ce moment-là, puis on dit « Ah ouais, c'est super intéressant. » Fait que je suis allé passer ma licence, mais l'idée, c'était pas de faire de l'immobilier. C'était de transiter vers d'autres choses, de faire de la vente d'entreprise. Hein? Donc, j'ai fait ça pendant un certain temps, une couple de ventes super intéressantes. Et puis, il y a des personnes qui ont quitté chez Colliers qui faisaient de la vente d'investissement immobilier. Fait que là, il fallait restructurer l'équipe. Puis en fin de compte, on m'approche à l'interne, dit « Regarde, tu veux-tu faire partie de l'équipe d'investissement au niveau de l'immobilier, là, tu sais, de notre équipe de courtier. » Quand tu as grandi en immobilier, puis tu es entouré de personnes en immobilier, tu finis par faire de l'immobilier à temps plein. Fait que j'ai plus vraiment fait de vente d'entreprise. Je me suis lancé dans la vente d'investissement, qui était plus des centres commerciaux, industriels, immeubles à bureaux. Mais le timing n'était pas vraiment bon pour nous autres. On avait 2 leaders qui avaient amené le marché puis qui avaient décidé de partir au niveau des banques puis tout ça pour offrir les marchés de capitaux. Puis tu sais, c'était une transition dans le marché du courtage d'investissement à ce moment-là. Fait que là, on se faisait dire par des clients, on invite juste 2-3 entreprises à pitcher. Ça fait des années que CB Richard Ellis va avoir des mandats, que Cushman va avoir des mandats, puis c'est toute telle entreprise qui les a ou vous autres. Fait que tu sais, on avait même de la misère à se faire inviter à pitcher. Le senior qu'on était allé chercher à STQ a été malade pendant un certain temps. Fait que l'équipe chambranlait un peu. Fait que ça a été... Il y en a un qui est parti, qui s'est en allé pour la Banque Laurentienne. Puis c'est à ce moment-là, moi, j'ai essayé de partir le multirésidentiel. Il y avait un spécialiste à Montréal d'un grand cabinet. J'ai raté ma grosse vente qui aurait permis de me brander. Puis au même moment où est-ce que je devais continuer pour repartir, First National, que le monde connaisse plus maintenant à cause du résidentiel, mais à l'époque, on était 3. Il n'y avait aucun résidentiel qui se faisait au Québec chez First National. Puis l'investissement minimum dans ce temps-là, dans First National, parce que c'était un des premiers que je regardais. Je me souviens, les premiers immeubles, je voulais les faire financer par First National. J'avais entendu des bons commentaires, puis là, il était comme... Mais tu sais, Bruno, tout ce qui est en bas d'1 million, on touche pas à ça. Là. Ouais, c'était difficile. Il y a eu une période, parce que tu sais, moi, j'ai été là pendant la crise du crédit. Fait que tu sais, je suis rentré, j'ai été Colliers... T'as probablement plus les dates que moi, même. Je te dirais 2000 à 2004, 2005. Là, j'ai fait la transition vers First National, que j'ai été là jusqu'en 2009, 2010 à peu près. Fait que la crise du crédit 2008 nous est rentrée dedans. Mais oui, t'as raison. T'sais, en théorie, il y a des frais. On vendait de l'expertise. On connaissait bien le marché. On était à l'aise avec les chiffres. Fait que oui, il y avait un minimum, mais on avait un programme qu'on appelait de petits prêts à partir de 250 000. Mais je me rappelle, je me suis fait refuser un prêt pendant toutes ces années-là. Puis à un moment donné, le grand patron à Toronto me dit « Éric, c'est un prêt de 350 000. Tu es capable de faire mieux. » Tu sais, à un certain moment. Fait que... Mais c'était le seul que je me suis fait refuser pendant toutes les années. Mais c'était une machine de ça. Ça roulait bien. Je dealais avec les courtiers hypothécaires que je leur ramenais à un niveau d'expertise puis un marché qu'il n'y avait pas. Mais ça a été le fun. Ça a été des bonnes années. On était très bons dans les CHL. Donc, ça a permis de passer à travers la crise du crédit parce que c'était une des façons que le gouvernement a décidé d'amener de l'argent dans le marché aussi avec les titres hypothécaires au niveau du multirésidentiel, la SCHL. Fait que non, ça a été des belles années, mais à un moment donné, tu te regardes ça, puis tu te dis, je suis un banquier de carrière ou pas un banquier de carrière? Puis, ça grossissait à l'interne, puis le fit était moins là. J'ai un client qui m'a offert d'aller donner un petit coup de main sur un portefeuille. Fait que ça a été le bon moment. Un de mes fils, il avait une période d'adolescence un peu plus difficile à ce moment-là. Tu regardes tout ça, puis tu te dis, peut-être dû pour un changement. Fait que ça a été le passage de quitter la dette puis de laisser First National. Fait que presque 1 an au niveau donner un coup de main au niveau portefeuille immobilier. Puis en même temps, tu te questionnes sur ce que tu as le goût de faire. Puis j'étais très impliqué aussi dans le sport. Sur la Rive-Nord. Là, c'était une époque où est-ce que mes enfants étaient ados, sport d'équipe, soccer. J'étais VP compétition à Blainville en premier, puis à Boisbriand après. Et puis là, tu vas voir le lien. C'est quand même drôle pareil. Mon mandat se termine, je vais faire d'autres choses. Puis moi, j'étais le VP compétition, puis le président, c'était Jean Lacroix, qui était le président de la QME. Puis à un moment donné, à la fin, il faut que je me retourne, puis je dis, Jean, vas-tu prendre un café? On va déjeuner. Puis là, il me dit, Eric, il dit, tu connais l'immobilier? T'as une façon différente de voir les choses.
Puis SNC-Lavalin, on n'est pas sûr à 100% où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. C'est quoi les implications? Ces nouveaux Hydro-Québec viennent de leur accorder la gestion du programme d'efficacité énergétique. Et puis, je pense qu'il y aura un fit pour toi. OK. Fait que je prends le téléphone, j'appelle le directeur à ce moment-là, Conrad Larivière, que tu as peut-être croisé. J'appelle Conrad, puis je dis, voilà mon background, puis les gens, ils pensent que je serai un bon fit. Puis j'ai regardé ça. Puis l'efficacité énergétique, ça me touche, ça vient me chercher. Fait que, il dit, OK, ils ont te rappel. Le lendemain, je reçois un appel. J'avais d'autres processus d'embauche avec d'autres entreprises intéressantes. Le lendemain, je reçois un appel de SNC-Lavalin, les ressources humaines. Pouvez-vous venir à une entrevue avec M. Larivière puis M. Roberge? Puis elle dit, je sais pas c'est pour quel poste. Mais tu sais, moi, je suis pas un ingénieur. Tu sais, m'en aller chez SNC-Lavalin, pareil. Fait que je me ramasse dans la salle de conférence avec la fille des RH, puis avec Marc-Antoine Roberge, puis avec Conrad. Et puis, en fin de compte, on passe 1h30, 2 heures ensemble à jaser, qu'est-ce qu'il y en a. Puis, il voit que c'est peut-être complémentaire puis différent, que le discours était là. Puis c'est drôle parce que Hydro, en ce moment, ont l'air de vouloir prendre des personnes qui sont à l'extérieur du corps de l'ingénierie puis tout ça pour stimuler le marché en efficacité énergétique. Fait que j'ai eu une offre 2 jours plus tard. Ça a été une des plus belles expériences de ma vie de joindre cette équipe-là, Enercib, qui était vraiment une unité d'affaires complètement séparée de SNC, avec un mandat pas facile. Mais quand tu rentres dans... Quand tu ouvres des portes, tu défonces en fait des portes, tu ouvres la trail, il n'y a pas de mandat facile. Là. Non, mais c'était différent. Tu sais, pendant des années, je prêtais de l'argent. Là, je rencontrais du monde pour en donner. Oui, mais c'est là, tu sais, tu amènes un point. Tu prêtes de l'argent à quelqu'un. Tu sais, je donne souvent l'exemple. La banque, l'autre fois, je vais chercher un prêt, il regarde, tu peux la payer cash, la maison. Je comprends, là. Je comprends, je veux pas faire ça. OK, pourquoi? Puis là, je dis, hey, c'est débile, là. Pour une fois que j'ai l'argent pour pas avoir besoin de vous autres, là, vous me questionnez. Mais il dit, Bruno, c'est à cause que nous autres, c'est bizarre. Là. Tu sais, 99% de nos clients, quand ils viennent nous chercher, c'est à cause qu'ils n'ont pas d'argent dans leur compte. Ils ont la mise de fonds, mais... Là, le client idéal, c'est celui qui n'en a pas de besoin. C'est ça, mais en fait, eux autres, c'est le pire client. Parce qu'il dit, le gars qui en a de besoin, il n'a pas le choix de travailler avec nous autres. Fait que quand je lui demande quelque chose, OK, oui, il peut pas me dire non, il peut pas me... Tu sais, il est un peu péri. Tandis que là, toi, ça fait pas tes affaires. Parfait, je suis parti. Fait que là, eux autres... Oui, mais quand tu penses à ça, c'est un drôle de mindset, dans le sens où est-ce que... Tu sais, sers-moi, oui, tu m'offres de l'argent, mais après ça, tu as un service à me donner, donne-moi le service, puis je vais rester. Mais tu sais, moi, je suis risque zéro, tu sais. Puis comment j'ai convaincu, c'est First National qui m'ont dit ça. Il dit, comment tu m'as convaincu? Tu m'as dit, Bruno, tu m'as dit, moi, je suis risque zéro, là. Vous prenez zéro risque avec moi, là. C'est comme, tu casses, tu coches une case, tout est beau. Il dit, ouais, tu comprends. Là tu sais, depuis, j'ai eu d'autres prêts avec eux autres. Ils me posent plus de ces questions-là, mais c'est quand même ça. Fait que quand tu étais pour Enercib, là, tu arrives, tu cognais aux portes. Ouais, excusez, c'est à cause que j'ai comme un paquet de fric que je veux vous donner. Attends, là, c'est... ouais, puis tu sais, ce que j'ai compris rapidement, bon, il y a le côté mécanique du bâtiment, comment tu peux dire. Une fois que tu as compris le principe, c'est quand même pas pire. Après ça, tu as des experts qui s'en occupent. Mais tu sais, pourquoi Hydro était allé à l'externe à ce moment-là? C'est parce qu'il y avait des grosses ambitions en termes d'efficacité énergétique, il y avait des gros objectifs. Fait que c'était plus un programme d'adhésion, de commercialisation que d'ingénierie. C'est drôle, ça se ramassait chez SNC, mais c'était plus ça en termes d'aller chercher la confiance des personnes pour... Parce que tu pouvais faire de l'efficacité énergétique sans demander des subventions. Exact. Mais à ce moment-là, comment tu le mesures? Si tes efforts dans le marché, si tes besoins, puis tout ça. Fait que pour Hydro-Québec, il n'y avait aucun moyen de le mesurer autre que de donner des subventions. Fait que c'était un programme d'adhésion que tu vas chercher les personnes parce que, comme je te dis, tu pouvais faire de l'efficacité sans demander de subvention. Fait qu'il fallait que tu aies la confiance des acteurs du marché. Fallait que tu aies un programme qui, oui, était intéressant puis faisait du sens. Mais après ça, c'est comment tu le traitais. Si c'était trop compliqué, le monde n'embarquait pas. Mais aujourd'hui,
tu dis, on fait de l'efficacité énergétique, il y a des documents à remplir, une étude énergétique. Aujourd'hui, les gestionnaire de bâtiments, ils font ça d'emblée. Mais en 2011... En 2011, c'était pas là. Les gens étaient comme, attends un peu, tu veux, chez nous, checker tout mon bâtiment? C'était malade. Puis l'autre chose, je sais pas si tu te souviens, mais il n'y avait pas de simulateur qui... Tu sais, les gens qui faisaient de la simulation... Il n'y avait pas grand monde. J'ai eu Econovia, j'ai Martin Roy, j'ai eu Ambionnaire, Louis de TST qui font de l'efficacité, de la simulation, puis qui sont capables de critiquer et d'optimiser des systèmes. Dans ce temps-là, il n'y avait pas ça. Puis je me souviens, on déposait, puis là, on envoyait notre simulation et elle nous revenait avec un rapport. Puis là, tu veux-tu le modifier, pas le modifier? Si tu veux le modifier, si tu prends tel quel, ça te donne temps. Là, j'étais comme... Mais, ça, comme tu dis, ça a permis de faire le premier step dans l'industrie. Ben, tu sais, il y avait des outils de simulation. Moi, je n'étais pas du côté, mais m'assurer que le flow était quand même correct. Fait que, on travaillait avec le côté technique. Fait que tu avais des outils que Hydro-Québec voulait absolument qu'on utilise. Mais avec le temps, parce qu'on avait des bons collaborateurs chez Hydro, où est-ce qu'on a essayé de faire évoluer les choses, c'est que ce soit le programme prescriptif, que ce soit le plus simple de faire accepter des fichiers de calcul maison chez les professionnels, que tu n'étais pas pris dans un carcan. C'était pas vrai que tu étais obligé de faire une simulation tout le temps, surtout dans un bâtiment existant. Il y a des calculs d'ingénierie qui étaient possibles d'être faits à ce moment-là. Fait que non, ça a été un challenge. On avait des réunions hebdomadaires avec Hydro sur comment on pouvait faire progresser, faire les choses. Fait que il y avait beaucoup de travail en amont sur ce qui était amené au marché. Fait que autant Alexandre Bergeron que Jack puis Marc-Antoine, ils ont travaillé fort sur ce côté-là. Mais on avait une belle gang de jeunes ingénieurs aussi là, qui étaient... entrepreneurs puis qui aimaient ce côté-là. C'était une vibe particulière. Énercible, là, je pense que c'est triste. 2 ans après que ça a fini, ça a gagné un prix d'ingénierie, je pense, au niveau du développement durable. Mais ça a été une belle drive, mais c'était particulier. Faire le tampon entre le vrai marché puis l'économie, puis de l'autre côté, Hydro-Québec, qui est sa raison d'être puis de la façon de fonctionner aussi. Là, mais c'était un challenge, puis ça n'avait jamais donné, été à l'externe. Fait que ça amenait des rythmes puis des adaptations qui étaient particuliers. Moi, j'avais commencé en mai, puis rendu au mois d'octobre, on apprend que, mais là, il faut les enregistrer kilowattheures pour l'année parce que le 15 décembre, Hydro-Québec rapporte à la Régie de l'énergie. Puis là, on regarde, puis on a 80 gigawattheures, mais on en a juste 12 ou 13 d'enregistrés. Ouais, puis là, c'était de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les vrais projets qui ont été réalisés, fait que là, il fallait avoir les confirmations de fin de projet, ça. Fait que là, c'est de stimuler le marché pour être capable de dire, il y a un minimum de paperasse qu'il peut faire, mais on en a besoin. Mais il y avait tout le traitement aussi, tu sais, le côté informatique était pas ce qu'il y a aujourd'hui, tu sais, des applications, des logiciels avec du traitement de données qui s'automatise, tout ça, on ne l'avait pas dans le temps. Puis, tu sais, vous étiez un pionnier en efficacité énergétique, ça n'existait pas. Puis, tu sais, tu parlais du prix qu'ils ont gagné. C'est un peu ça, parce que, tu sais, quand tu reparles à des gens, souvent, les gens ils disent « c'était un fiasco administratif, tu sais, c'était la gestion de ça. » Mais il a fallu que quelqu'un starte quelque chose, tu sais. Puis ça a été Énercible qui l'ont starté. Et aujourd'hui, tous les autres programmes, quand tu regardes ça, les bâtiments LEED, quand que... Je me souviens, on faisait une simulation. J'étais chez Martin Roy dans ce temps-là. J'ai fait Martin Roy, Blondin-Fortin. On faisait la simulation pour l'accréditation LEED, qui était avec, je ne me souviens plus quel logiciel, et il y avait Énercible, qui avait leur logiciel maison, où on faisait un tableau, puis là, les deux se parlaient pas. Puis là, t'étais comme, OK, c'est beau, puis je me souviens, je remplissais des mandats, puis là, j'étais comme,
OK, on a fait la simulation lead. Après ça, on va faire la simulation pour Enersim, pour les subventions. Puis là, il fallait qu'on charge séparément. Aujourd'hui, les deux sont ensemble. Puis c'est de la documentation à remplir, mais c'est beaucoup plus facile. Mais ça a dû être rock'n'roll. Oui, faire évoluer, connecter le marché, où est-ce qu'il était pour adhérer, puis c'était où les freins pour que le programme fonctionne. Puis on était à ce moment-là sur un programme de 5 ans, avec un gros objectif sur 5 ans. Fait qu'il fallait déjà, jour 1, commencer à générer des projets avec l'économie. Bon, évidemment, on parlait d'éclairage beaucoup plus facile dans ce temps-là, où il y avait d'autres mesures qu'on peut faire, mais c'était beaucoup ça à partir, puis le partir comme il faut dès le départ. Mais après ça, pour que la 3e, la 4e, la 5e année, tu aies des projets de construction neuve ou de réfection de bâtiments en multimesure, puis tu sais, comme là, avec plus d'ampleur pour être capable de remplir. Fait que tu sais, ça a été, autant c'était une équipe, puis tu sais, on travaillait très fort, mais quand que ça a arrêté, c'est comme, tu sais, ça a été assez brusque, là, tu sais, à un certain moment. C'est sûr que, tu sais, du jour au lendemain, la Régie de l'énergie accepte que Hydro-Québec n'a plus d'objectifs en efficacité. Ben, en tout cas, on réduit leurs objectifs. Fait qu'on a déjà rempli le pipeline de projets, il n'y en avait plus de besoin. Il y avait une crise au niveau de l'ingénierie, aussi une crise de confiance à ce moment-là. C'est quoi ça? C'était-tu... Je pense la commission Charbonneau était dans ses balbutiements. Mais même le monde avait commencé à témoigner. Là, c'était à la TV à tous les jours. Puis moi, je me rappelle encore aujourd'hui, c'était le 15 mars 2013. Tu sais, fait presque 10 ans, jour pour jour. Convocation, tout le monde est convoqué au bureau pour le lendemain matin, dans l'auditorium, puis ils nous présentent que le mandat prend fin au 15 décembre. Après 3 ans, c'est terminé, puis il n'y en a pas après. Fait que c'est là, puis tu vois, la suite, je prends le téléphone, j'appelle une de mes amies qui est chasseur de tête. Puis je dis, je vais peut-être avoir besoin de toi. Là, tu sais, je viens d'apprendre. Elle dit, viens prendre un café. Le bureau était pas loin. Je vais prendre un café avec. Après 15 minutes, elle dit, j'aimerais ça que tu rencontres quelqu'un. Je dis, qui? Elle dit, moi, je travaillerais bien avec toi. On se connaît bien depuis longtemps, puis tout ça. Puis ça te ferait bien. Mais, tu sais, c'est un commitment. Là. C'est plus une job de vente, de développement d'affaires. Tu sais, au niveau du salaire, il faut que tu performes, il faut que tu livres. Fait que je n'étais pas vraiment prêt, mais l'idée est intéressante. Je rencontre son boss, puis ça va là, mais j'ai dit, moi, je ne sais même pas encore c'est quoi le package, quand est-ce que je termine. Là, j'ai appris hier que d'ici le 15 décembre, c'est fini. Fait que, elle dit, regarde, tiens-moi au courant, puis on verra qu'est-ce qu'il y en est. OK. Je reçois 2-3 semaines plus tard, parce que là, il y a une structure, mettre fin au mandat, mais il faut le livrer à la fin. Moi, comme je n'étais pas un ingénieur, il n'y avait plus de commercialisation à faire. Fait que, on m'avait averti, tu devrais être dans la première vague. Fait que je reçois ma première lettre, fin du mois de mai. Voilà le package. Voilà qu'est-ce qu'il y en est. OK. 2 semaines plus tard, je reçois, puis j'avais pas l'idée encore par rapport à chasse de tête et tout ça. Il n'y a jamais personne qui va s'habituer à ça. Un licenciement ou même si c'est groupé. Des fois, ils disent groupé, c'est moins payé. Je pense pas. Là. Entre les deux oreilles. Non, mais tu sais, SNC, ils ont une culture de projet. Ils savaient comment. Ils ont vraiment bien fait ça au niveau de la transition. 2 semaines plus tard, ils viennent me voir et disent, regarde, ta relation avec les clients est importante. Il faut qu'on livre le projet. Tu resterais-tu jusqu'à la fin du mois d'août? OK. Puis j'ai OK. Puis 1 semaine plus tard, on reçoit, moi puis Brigitte, qui est là, Brigitte Dupuis, on est nominés ensemble comme personnalité de l'année au niveau de Beauma pour avoir changé les choses dans le domaine du bâtiment au niveau de l'efficacité, qu'on n'a pas pu officiellement même faire connaître parce que Hydro voulait plus qu'on le fasse connaître. Ouais, mais on n'avait même plus le droit de sortir. Il n'y avait plus de budget pour prendre des billets pour aller au gala pour lequel on était en nomination. T'sais? Parce qu'on n'avait plus le droit de dépenser d'argent pour le marketing. Oh my God. Attends un peu. Vous étiez en nomination avec Enersim, puis personne ne voulait vous payer le billet de l'organisation pour y aller. On n'avait pas le droit, pas dans le budget. Fait que SNC l'a pris dans un autre budget, mais il fallait garder ça. C'est quand même... C'est quand même triste. Ouais. Vous étiez des pionniers, toi puis Brigitte, puis il était pas comme « Ah ouais, hey, mais ça, c'est le compte de... » Mais je comprends le fait que c'est gouvernemental, puis c'est ça. Fait que là encore, là, pas longtemps après, ils reviennent me voir et disent « Éric, tu resterais-tu jusqu'à la fin? »
t'as les plus gros mandats, les plus gros clients, puis tout ça, du côté commercial. Côté industriel, ça roulait, mais c'était des projets de plus longue haleine. Fait que, tu sais, ça, c'était beaucoup 4e, 5e année, on comptait là-dessus. Fait que, tu sais, commercial, je n'avais beaucoup, tu sais, que je faisais la gestion client avec certains, tu sais, justement, professionnels ou directement avec les clients pour s'assurer qu'ils adhèrent au programme, puis faire l'ensemble. Fait qu'en fin de compte, ils me proposent de rester, ils disent, ceux qui vont rester jusqu'à la fin, comme toi, on va te donner un nouveau package. Ça se termine le 15 décembre, mais c'est pas une bonne période pour perdre sa job. Puis trouver une nouvelle job. Fait qu'ils ont dit, nous autres, on te propose de rester jusqu'à la fin du mois de février. Puis on va te prêter à une autre division, d'une division en immobilier qui est OEM à l'époque. Et puis, tu pourras faire des choses, mais tu chercheras un emploi à ce moment-là, tu décideras qu'est-ce que tu fais. D'ici là, tu feras de la formation. Les gens, on a besoin de toi jusqu'à la fin. En fin de compte, je pense avec Conrad, j'étais un des derniers à traiter des dossiers jusqu'en janvier, février. Le premier à quitter, puis t'as fini dernier. À peu près, oui. À part les cadres qui sont restés là, comme Marc-Antoine est encore là-bas, mais à traiter des dossiers comme chargé de compte, moi, j'étais un des derniers, parce que j'avais beaucoup de... Je m'occupais soit des dossiers qui impliquaient SNC-Lavalin, qui étaient tous en audit. Ils étaient tous révisés pour les questions d'apparence de conflit d'intérêt. Tous ceux qui étaient en haut d'un certain montant de subvention ou d'économie étaient tous audités. Fait que, tu sais, moi, j'avais encouragé des LOBLA qui ont relampé l'ensemble de leur charge. Tu sais, ça a été un... Je le sais. c'est moi qui vendais du côté... éclairage à ce moment-là. Éclairage. Mais moi, j'aurais dit, il y avait tant de budget pour l'efficacité énergétique au Canada. Puis je leur avais dit, je pense que les subventions vont baisser dans la prochaine année. En tout cas, vous pouvez prendre la chance, là. Puis tu sais, nous autres, dans la continuité, ils ont rapatrié presque 100% de leur budget pour le Québec. Puis ça, c'était via un consultant avec qui ils travaillaient en Ontario à ce moment-là. Fait que tu sais, c'était beaucoup ça, la job, d'expliquer à un moment donné qu'est-ce qu'il y en a, c'est quoi l'opportunité, qu'est-ce qu'il y en a, puis de travailler sur un plan de match en efficacité avec eux autres pour qu'ils adhèrent. Mais ça a été une super belle expérience, mais j'ai jamais été en chasse de tête à ce moment-là parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Puis le timing était pas bon. Mais regarde, aujourd'hui, c'était un petit peu en arrière de la tête. Mais c'est là, chez SNC, il y avait des formations à l'interne. Puis là, je regardais différentes choses. Puis c'est là que je suis venu en contact avec le BIM. Ouais. Puis SNC était quand même un des précurseurs d'un grand projet, puis tout ça à ce niveau-là. Puis moi, j'ai vu une valeur rapidement au niveau du BIM en opération maintenance, mais encore un peu trop early, probablement, au niveau, moi, même pas probablement, où est-ce que c'était le cas. Fait que c'est là qu'avec quelqu'un que j'avais connu en immobilier, on a parti d'une compagnie qui s'appelait OptiBIM. Le marché était limité en opération maintenance, mais on s'est dit, il y a moyen de commencer à bâtir la maquette numérique à partir de d'autres choses. Il y avait la loi 122 au niveau d'inspection des façades, avec d'autres règlements qui arrivaient. Fait que on a amené quelques solutions qu'on revendait dans le marché. C'est intéressant, mais c'était pas nos solutions à nous autres. Tu créais pas de valeur nécessairement. Fait que, tu sais, le côté entrepreneur qui me dit, il faut que tu crées de la valeur à un certain point. Fait que là, on avançait, puis à un moment donné, je me dis, ouais, mais toute cette data-là, il va falloir le mettre à quelque part. Puis là, les registres sur la condition des immeubles, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai l'idée. Puis j'en parle à un de mes chums qui était sur le comité relève de Beaumont, Ralph Carawani. Je sais pas si tu disais, Ralph. Puis il me dit, Eric, qu'est-ce que tu m'as parlé l'autre jour? Ça ferait du sens. Il dit, Beaumex va être à Québec cette année, puis on fait un concours d'innovation. Tu devrais le présenter. OK, on fait un PowerPoint, on parle puis on le pitch, puis on gagne. Tu sais, on dans 3 films gagnants, puis là, il faut présenter ça à Beaumex, puis il faut un kiosque, puis il faut une business. Mais en tout cas, longue histoire courte, ça a été une belle aventure, plein de frustration. Encore là, peut-être un peu early, mauvais choix au niveau partenariat. Tu sais, je croyais beaucoup à avoir un pendant d'entrepreneur avec moi. Puis là, à ce moment-là, il faut que tu fasses les bons choix. Premier partner n'était pas les bonnes personnes. Donc, pas besoin de rentrer dedans, mais c'était juste pas les bonnes personnes. J'ai remplacé par quelqu'un d'autre. Puis ça, oui, c'était les bonnes personnes, mais mauvais timing. Fait que ça a fait son temps. Puis là, tu te poses toujours, comme en innovation, est-ce que je persévère ou je m'obstine? Oui, bien, la question est toujours là. Hein. Quand tu ouvres, là, tu l'as eu avec Enersib, tu l'as eu avec OptiBIM, tu l'as eu avec Régis 360.
quand tu ouvres une technologie, c'est difficile de ça. Tu sais, parce que tout le monde dit « Ah, c'est génial, c'est génial, c'est génial. » Parfait. Jusqu'à temps que cette période-là soit mature puis que là, il y ait son envol. Tu sais, la fameuse courbe d'adaptation. Mais tu sais, on le voit, tu sais, la courbe est basse, puis à un moment donné, pouf, ça explose de façon exponentielle. Cette période-là, là, est très difficile mentalement. Il faut que tu sois solide, autant au niveau partenariat avec... Ta courbe d'adoption, d'innovation. Exact. Là. Puis il faut que tu y crois. Il faut que... Il y a beaucoup de re-questionnements à toutes les fois, parce que quand que ça score pas, ou ça score 1 sur 100, score 1 sur 1000, un client, tu te demandes, j'ai-tu les bons produits? J'ai-tu de la bonne chose? Puis t'as beau y croire. Puis on avait un modèle, en tout cas, ma vision du modèle de commercialisation, il était très agressif. Puis j'augmentais cette courbe-là. Tu sais, je m'aidais pas, mais la possibilité de scaler... Fait que, oui, il y avait les façades, il y avait un paquet de choses. Tout en plomberie, les dispositifs anti-refoulement qui sont gérés sur des tags au niveau des dispositifs. On avait eu des conversations initiales avec WAD. J'avais un pré-entente avec Réseau Environnement déjà pour digitaliser tout ce processus-là. Puis j'ai ça. Mais en fin de compte, tu sais que ça fait 3 ans qu'ils le font. Nous, on accumule la data, mais la compétition n'est pas là. La régie du bâtiment ne veut pas ça. Elle veut... Attends. Là, je le répète. Ne veut pas. Pas genre, bonne idée. Non, ne veut pas ça. Hey, ça serait ultra facile à gérer. Tu vois les tags rouges un peu partout au Québec. Oh, puis là, tu les vois. Refresh. Tu es capable de gérer tes clients. Tu sais, il manque de staff, là, on va en parler. Tu serais capable de voir si tout était digitalisé. C'est jamais parfait. Ça reste... Mais tu sais, on avait un modèle où est-ce que cette data-là, toi, tu le fais pour les suivre, qu'est-ce qu'il y en est. Là, il y a une question de santé publique que, oui, la régie aurait pu suivre avec beaucoup moins de temps, puis se concentrer sur des interventions où des choses sont faites. Fait que oui, il y avait ce modèle-là, mais il y avait aussi la commercialisation de la donnée parce qu'il y avait une plus-value, que ce soit vis-à-vis des assureurs, que ce soit vis-à-vis... Fait que oui, on avait déjà des conversations, mais c'était gros comme affaire. C'était une grosse affaire. Puis là, on parle juste des dispositifs anti-refoulement, qui est quelque chose de, dans le grand public, quasi inconnu, là, malheureusement, mais qui est une réalité qui est tellement importante. Fait qu'il y a eu cette portion-là. Puis à un moment donné, tu te poses la question, puis là, ma fameuse amie qui est chasseur de tête m'appelle pour une job de développement d'affaires chez un entrepreneur général. Je pense, mais le fit n'était pas là avec l'entrepreneur. Mais j'avais aimé l'idée. Je pense qu'on a eu le même appel parce que je sais que c'est dans quelle période. Puis on en aménagement de bureau. Fait que le fit n'était pas là, mais je connaissais un autre entrepreneur qui était dans le marché. J'avais besoin de cash flow un peu. Puis on s'entend sur un contrat d'1 an comme consultant. Puis lui s'en allait vers le marché de l'aménagement de bureau. Il voulait augmenter sa compréhension du marché, puis sa transition, puis tout ça. Fait qu'on s'entend sur 1 an, ouvert, très transparent. Puis moi, je peux continuer à mettre de l'effort un peu sur ma business. Ça a été super plaisant. Ça m'a ramené en aménagement de bureau beaucoup sur le côté humain. Bureau de travail flexible, hôtel, tu sais, compréhension de ce marché-là qui était son expertise. Mais après ça, comment tu l'amènes au niveau des propriétaires, des gestionnaires immobiliers, des gestionnaires de projets? Comment tu rentres dans ce créneau de marché-là? Tu sais que Peter travaille du côté de l'architecture, mais cet écosystème d'affaires-là, que moi, j'avais des portes d'entrée, j'avais une compréhension. On a travaillé ensemble pendant 1 an. Puis là, pendant ce temps-là, à la fin, un des mandats que j'avais bidé, c'était pour recrutement précision, qui était là pour l'aménagement de leur nouveau bureau, qu'on n'a pas eu, mais quand pas longtemps après, on s'est entendu que je continuerais pas, le mandat ne serait pas renouvelé, je continuais avec lui, mais je commençais à être à la recherche, ça m'est revenu dans la tête. Là, j'avais le goût, j'ai fait mes recherches sur chasseur de tête, les enfants n'étaient plus à la maison. Tu sais, il y avait un paquet de facteurs qui faisaient en sorte que le timing était bon. J'ai fait mes recherches sur le marché, j'ai décidé de... puis j'ai dit, OK, je donne une chance. Là, on est en 2019. J'appelle celui que j'avais bidé, que j'avais pas eu à job, contre un compétiteur qui était hyper compétent. Puis j'ai décidé de m'en aller en chasse de tête. J'ai dit,
peut-être je viendrais, puis j'en ai appelé d'autres. Puis tu sais, d'autres films, puis voir qu'est-ce qu'il en était. J'ai eu quelques propositions. Puis j'ai dit, c'est avec vous autres que je pense que j'ai la chance d'avoir un succès, puis un fit au niveau des valeurs, puis tout ça. D'un gars d'entrepreneuriat, eux ont vraiment une culture d'intrapreneur. Vraiment le pousser à l'extrême, puis l'échelle des valeurs, puis les trois partners sont vraiment très orientés. Et tout est conséquent avec cette mentalité-là qui est sur la coupe, mais c'est là que j'ai décidé de faire le saut en chasse de tête. Là. Fait que même assez, on était au mois de juin 2019. Et il me dit, tu veux-tu commencer au mois d'août? Il dit, dans nos nouveaux bureaux. Parce qu'il est en train de les faire à ce moment-là. Puis moi, je me souviens, j'ai dit à David, moi, au mois d'août, j'ai décidé que j'étais chasseur de tête. Pire des choses, c'est une job, t'as pas besoin de permis. Là. Je commence demain matin, j'ai du succès d'ici au mois d'août, j'arrive pas, là, je rentre pas. Hein? Soit je commence avec vous autres maintenant, ou encore, je me donne une chance, puis peut-être que je verrai qu'il me manque quelque chose, puis on sera ensemble au mois d'août. Il dit, quand est-ce que tu peux commencer à travailler? Je dis, demain. Mais il dit, là, tu travailles pas encore avec Marc-André. Il connaissait. Je dis, oui, mais on s'est entendu. Le transfert des dossiers est déjà fait, c'est du développement d'affaires. Fait que, à un certain moment, je peux commencer demain. Il dit, laisse-moi t'en venir. Il a pris le téléphone, il l'a appelé. Puis il a dit, c'est-tu vrai? Il a dit, oui, Eric peut commencer avec toi demain matin. Fait que là, on s'est dépêché à signer le contrat, parce que techniquement, tu peux pas commencer à travailler si le contrat n'est pas signé. Puis pas la même journée, parce que sinon, en tout cas, ça amène des conséquences. Je suis pas un gars d'RH, là, mais oui, il y a des impacts là-dessus. Comme je dis tout le temps, tu sais, on peut marquer la date qu'on veut. Puis jusqu'à maintenant, c'est 2019, j'ai vécu à travers la pandémie une période pas facile. Je me vois pas faire d'autres choses pour les 20 prochaines années. C'est peut-être la première fois que, tu sais, après 3, 4, 5 ans, je me vois continuer à faire la même chose. C'est spécial, hein? Tu sais, quand je te disais qu'on a des parcours très, très similaires, tu sais, moi, il y a plein de gens qui connaissent mon parcours, mais c'est la première fois chez La Joie. Moi, je suis arrivé en 2018. C'est la première fois que tu sais, là, ça va faire, genre, je suis dans ma 6e année, que je me pose pas de questions. Puis il y a tout le temps du nouveau, il y a tout le temps des nouveaux challenges, il y a des nouveaux projets, des nouvelles affaires. Puis c'est la première fois dans ma carrière qu'il n'y a pas de what's next. Puis, tu sais, c'est bizarre parce que tout ça s'est passé en 2019. Regarde, je me suis posé, c'est drôle, hein, dernièrement un peu, mais c'était pas intense. Tu sais, comme réflexion, tu te dis, OK, comment, parce que la business va super bien pour moi. Tu sais, mais t'arrives dans ta 4e année. Oui, non, mais c'est une industrie aussi où est-ce qu'il y a du monde qui font des gens. Mais ma business va super bien. Fait que, tu sais, à un certain moment, tu te dis, OK, comment je peux continuer à la scaler? Puis, il y avait comme un trou dans le modèle au groupe RP sur quand tu arrivais, ils veulent pas pousser argent. La qualité de l'environnement, puis du travail, puis de la collaboration attendant. Puis des fois, l'argent peut devenir un frein, mais tu veux pas freiner quelqu'un qui performe non plus. Puis c'est drôle, il y a 3 semaines, sont arrivés avec un changement, une addition dans la structure sur 2 choses. Pas vendre le modèle, mais qui pour moi répondait à tout. J'ai dit, tu sais, j'ai juste dit aux 3 partenaires, j'ai dit merci. J'ai dit, j'entends en arrière de la tête une réflexion de comment est-ce que ça aurait été de partir à mon compte dans 2-3. J'essaie, mais maintenant, je peux scaler ma business à l'intérieur de la leur puis de la nôtre. Tu sais, ultimement, c'est ça. Puis c'est ça de l'entrepreneuriat. Ouais. Puis il manquait ça. Ça fait juste du sens. Tu sais, il y aurait peut-être eu d'autres façons de... Mais ça fait plein de sens. Ça faisait longtemps qu'il mûrissait puis qu'il voyait la business. Tu sais, moi, je suis rentré là en juin 2019, on était 27, 28, on est rendu 80. Fait que tu sais, c'est... Mais là, encore là, 80, tu as de la compétition à l'interne, des choses, mais comment tu peux agencer tout ça? On a ouvert un bureau à Toronto, un autre à Ottawa, on était déjà à Québec. Fait que là, tu dis, OK, comment je peux grandir? Là, c'est fou les possibilités que tu peux avoir dans tout ça, parce que on va en parler plus dans la deuxième partie, mais le recrutement passe par un réseau. Puis, les partners, le fait qu'ils aient fait des hubs un peu partout qui fait que le réseau grossit. Quand tu cherches un candidat,
qu'il soit à Québec, à Ottawa, à Toronto, à Dubaï, si ça fait un job, c'est la bonne personne, puis le fit est là, on va trouver une façon de le ramener. T'sais. Puis c'est un peu ça, leur force, puis le fait que ça explose de même, ça doit être que des belles avantages pour vous autres. Là. Oui, puis je te dirais, le modèle fonctionne bien dans le défi actuel. T'sais, c'est bon pour l'industrie en général. On parlait de la chasse de tête, du recrutement, puis tout ça, parce que s'il y a pénurie de main-d'œuvre, tu as besoin des personnes de t'aider pour le challenger. Sauf que c'est pas vrai que c'est tout le monde dans le marché que ça va bien. Les vieux modèles d'affaires en recrutement, on les voit. Là, je vois mes compétiteurs, les postes qu'ils affichent, même si la réalité, poste affiché, ça veut pas dire les postes que tu as à combler. Là. Mais on entend, il y a du monde qui applique chez nous pour venir travailler, qui ont été ailleurs, puis les choses. Il y a des cultures qui évoluent très tranquillement. Puis il y en a que c'est trop gros ou c'est trop compliqué ou trop politique, des fois, pour faire venir. Là, on est très libre dans la façon de travailler. Fait que ça donne la capacité d'avancer beaucoup plus facilement aussi puis de progresser. Si dans 2 ans, dans 3 ans, on est 150, on s'en reparlera. Là. Peut-être que ce ne sera pas la même chose, mais pour l'instant, il y a 3 partenaires, dont 2 qui sont les fondateurs, qui voulaient faire les choses différemment. Ils en ont pris un 3e qui était complémentaire. Ils ont une belle philosophie pour être capable d'avancer. Moi, je me retrouve bien là-dedans, à part du métier, en tant que tel, là, vraiment. Parce que ça me mais je pense que du fait d'avoir plusieurs business, beaucoup de succès dans bien des endroits et beaucoup d'apprentissage dans d'autres, où est-ce que ça a été là, me sert la résilience. À un certain moment, là, parce que c'est pas une job qui est facile. En termes de résilience, là, tu m'en parlais tantôt, là, les contrats. Regarde, c'est pas évident tous les jours. Là, non, mais ça, on va avoir le temps d'en parler. Ouais. Je veux, regarde, ça fait déjà une 50 de minutes. On va se prendre un petit break, puis on va poursuivre l'entrevue qui va être la semaine prochaine pour les auditeurs. Fait que je vais juste prendre 2 secondes pour remercier ma gang. Mylène, Anto, Diane, merci beaucoup pour le marketing. Sérieusement, c'est grâce à vous que ce podcast-là marche. Moi, je fais juste le spectacle en avant. Merci Nick, Fred, Pierre pour l'opportunité que vous me donnez à toutes les semaines. Je voulais remercier aussi nos commanditaires Watts, Delta, pour subvenir aux besoins du podcast financier. Merci au Studio SF, Nicole à la console, PH, Dom, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Éric, un énorme merci. Je suis persuadé que les auditeurs ont capoté sur ton parcours. J'ai hâte la 2e partie. Je le sais que il y a bien du monde qui m'ont parlé. Hey, j'espère que tu as des questions. C'est une des rares fois que j'ai autant de questions et j'en ai autant là. Fait qu'on va avoir en masse de jus pour la semaine prochaine pour les auditeurs. Fait que sur ce, les auditeurs, je vous remercie de votre écoute. Puis on se voit la semaine prochaine avec la suite de l'entrevue avec Éric Bernard.